Let's go, girls. Man, I feel like a woman. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va vous parler d'un des plus grands auteurs. Alors, William Shakespeare est né le 23 avril 1564 à Stratford-upon-Avon. Il est notamment connu pour avoir écrit Roméo et Juliette, qui n'est pas juste un film avec Leonardo, Même si on aime bien. même si on l'aime beaucoup, effectivement, Mercutio. Oui. Voilà, surtout. tout de suite. On va vous parler de sa vie en 5 anecdotes pour mieux découvrir ce grand personnage britannique. Let's go, girl. Shakespeare, on en a une image d'un poète romantique. Il a écrit des pièces très célèbres comme Roméo et Juliette, La Nuit des Rois, Hamlet, etc. Donc on suppose que sa vie était un roman photo romantique, plein d'amour, plein de petits cœurs, etc. Sauf que pas du tout, il semblerait qu'il ait été marié à une femme qu'il n'aimait pas, voire même qu'il détestait. Quand il a eu 18 ans, il s'est marié avec une certaine Anne Hathaway. Donc attention, pas Anne Hathaway du Diable s'habillait en Prada, mais une autre qui était de son époque. Donc cette Anne Hathaway, il l'a épousée, mais on pense que c'est pas d'un consentement mutuel, parce que la personne déjà avait 8 années de plus que lui, et en plus la dame était enceinte. On suppose que ça doit être un arrangement entre les deux familles. Une autre chose qui nous fait dire qu'il n'était pas forcément d'accord avec ce mariage, c'est qu'il s'est marié très très jeune, même pour l'époque. Il va épouser cette charmante personne alors qu'il a que 18 ans. À l'époque, la moyenne des mariages dans son village est de 24 ans, et quand on regarde les archives des mariages de son village, sur 106 mariages, Shakespeare était l'homme le plus jeune à s'être marié. Néanmoins, il a donc 3 enfants avec Anne. Il commence à faire quelques allées et venues vers Londres et on dit de lui qu'il se rend de moins en moins auprès de sa famille. C'est sans doute vrai, mais pour autant il n'a pas complètement coupé les ponts avec eux. Alors certes, il y a eu des grands moments de solitude sans doute pour sa femme et ses enfants. Je ne peux pas dire que c'était le père de l'année ni le mari de l'année, mais il était quand même plus ou moins présent. On a également beaucoup spéculé sur sa soi-disant homosexualité. Sin from my lips, O trespass, sweetly urged, give me my sin again. Là, ce ne sont que des rumeurs car aujourd'hui, on a des preuves concrètes qu'il avait eu des maîtresses à Londres. Donc non seulement il n'a pas vraiment aimé sa femme, il a été très très longtemps éloigné d'elle, mais en plus pour bien la faire chier jusqu'au bout, il décide de lui léguer dans son testament le lit le moins confortable. Donc l'inspiration romantique qu'il a pu avoir dans ses pièces ne vient certainement pas de son mariage, mais peut-être de la vie amoureuse qu'il aurait aimé avoir. Let's go, girl. Donc Shakespeare est connu pour avoir inventé énormément de mots dans ses pièces, et il y a beaucoup de mots qu'on utilise aujourd'hui qui ont en fait été inventés donc par Shakespeare. Alors, on connaît tous le mot swag, qui signifie secretly we are gay. Non, pas du tout. Swag, ça veut dire avoir du style. Sauf qu'à l'époque, il a inventé dans la pièce le songe d'une nuit d'été, et ça voulait dire fanfaronner, faire le malin. Il a également inventé le mot bandit, qui était un mot dérivé de l'italien bandetto. Il y a également bedroom qui a été utilisé dans le songe d'une nuit d'été, alligator qui a été utilisé dans Roméo et Juliette, mais aussi Lady Bird qui veut dire coccinelle, toujours dans Roméo et Juliette. Et on a également le mot to drug, se droguer en anglais, qu'il avait inséré dans la pièce Macbeth. Si vous voulez en savoir plus sur tous ces mots qu'il a inventés, on vous met un petit lien dans la description juste en dessous. Let's go, girl. Alors, depuis le début du 19e siècle, des rumeurs poursuivent Shakespeare. Il ne serait pas l'écrivain qu'on croit, il n'aurait jamais écrit un seul mot. Il aurait donc fait appel à des nègres, notamment on a 3 noms qui circulent beaucoup, Francis Bacon, Christopher Marlowe et John Florio. Celui qui serait le plus probable, ce serait John Florio. Vu le niveau d'écriture des pièces et des poèmes de Shakespeare, on suppose que la personne qui est à l'origine de ces textes a reçu une très très bonne éducation. William Shakespeare, lui, n'était que le fils d'un gantier et a reçu une éducation assez simple. Or, John Florio, lui, a reçu une excellente éducation. Il aurait donc pu apporter ce niveau de sophistication et ce champ lexical aussi dense. Deuxième explication, Shakespeare n'a jamais fréquenté la haute royauté et il est quand même capable dans ses textes d'inclure des éléments qui sont assez précis donc sur le mode de vie de la royauté, et donc il ne les a jamais fréquentés, donc ça paraît très très bizarre. En revanche, John Florio a été précepteur à la cour de Jacques Ier, donc il en sait peut-être un peu plus que Shakespeare,
sur le mode de vie royal. Troisième explication, William Shakespeare a utilisé des termes qu'il a inventés et qui proviennent généralement d'autres langues, alors que lui ne parle qu'anglais et John Florio est en revanche polyglotte. Le quatrième argument est que dans la plupart des pièces de Shakespeare, l'action se situe dans des villes européennes éloignées. On suppose donc que l'auteur a dû se rendre sur place pour décrire la ville. Shakespeare n'a jamais voyagé plus loin que Londres. John Florio, lui, a été un grand voyageur toute sa vie et s'est senti quasiment exilé toute sa vie tellement il a voyagé. Donc tous ces arguments effectivement peuvent mettre un doute sur la paternité des textes de Shakespeare. On vous laisse vous faire votre propre opinion et on vous invite fortement à aller découvrir le film Anonymous qui est sorti en 2011 qui traite de ce sujet. Let's go, girl. L'heure est grave, on a une petite révélation à vous faire. L'une des plus grandes œuvres de Shakespeare, à savoir Roméo et Juliette, serait peut-être un demi-plagiat. Il se serait inspiré d'une œuvre de l'Antiquité écrite par Ovide qui était le livre 4 des Métamorphoses. Dans ce texte, on y retrouve Pyrame qui est amoureux de Thisbé. Ils sont voisins, ils se parlent à travers le mur mitoyen de leur maison, mais ne peuvent pas vivre leur amour au grand jour. Ils vont donc décider de s'échapper, sauf que sur le chemin, ils vont rencontrer une lionne qui veut les tuer. Pour défendre son amour, Pyrame va décider de tuer la lionne. En la tuant, il va éclabousser de sang sa jeune aimée Thisbé. Quand il s'en rend compte, il va penser qu'il a tué sa femme. Par désespoir, il va alors décider de se donner la mort. Thisbé n'était pas morte. Quand elle se réveille, elle découvre alors que son bien-aimé est décédé. Elle décide à son tour de se suicider. Donc là, le lien est quand même très fort entre l'histoire d'Ovide et l'histoire de Shakespeare. On retrouve un amour contrarié, un amour impossible et surtout la fin qui est vraiment similaire. Une mort simulée, un suicide, un deuxième suicide. Il y a donc une deuxième histoire, celle de Cligès, ou la fausse morte. Une histoire qui a été racontée par Chrétien de Troyes dans les années 1100. Il faut savoir quand même que c'était un poète français, donc Cocorico à nous. Dans cette histoire, il y a donc 3 personnes concernées. Il y a Phénice, qui est une jeune femme, Alexis, qui est le mari de Phénice, puis Cligès, l'amant de Phénice. Cligès et Phénice décident de vivre leur amour au grand jour, mais pour cela, ils doivent donc fuir. Phénice va en parler à sa nourrice. Elle va donner un filtre à Phénice pour faire croire à sa mort. Cela va fonctionner, ils vont réussir à s'enfuir, et contrairement à la version de Roméo et Juliette, eux vont vivre une fin heureuse. Donc on retrouve des éléments assez similaires à l'histoire de Roméo et Juliette, 2 amants qui ne peuvent pas être ensemble. Il y a l'histoire du filtre qui est aussi utilisé pour faire croire à une mort. Et il y a également le fait de faire appel à une tierce personne qui est la nourrice. Donc même s'il s'est grandement inspiré de ces 2 œuvres, et ben on peut quand même dire que Roméo et Juliette reste vraiment sa plus grande réussite. Let's go, girl. Dans la vie de William Shakespeare, il existe une parenthèse mystérieuse que ses biographes ont appelée les années perdues. Ces 8 années, elles se situent entre 1585 et 1595 environ. Et alors, on n'a aucune trace de Shakespeare. On ne sait pas ce qu'il est devenu, où il a été, qu'est-ce qu'il a fait et surtout pourquoi il a disparu. Alors, il y a plusieurs théories. La première, c'est qu'il aurait donc braconné et il se serait fait donc poursuivre par la justice, et pour éviter de finir en prison, il aurait fui pendant 8 ans. La deuxième supposition, c'est qu'il aurait suivi une troupe de comédiens qui serait passé par son village de Stratford. Et qu'il aurait alors fait une tournée nationale de plus de 8 ans. Troisième supposition, il serait devenu soit médecin, boucher, homme de loi, marin, militaire. Ce qui expliquerait pourquoi il y a autant de précision dans ces textes à venir et qu'il s'y connaît autant, c'est qu'il aurait pratiqué donc plusieurs métiers et aurait été capable d'en parler. Mais l'explication la plus probable est que durant ces 8 années, il aurait accepté un poste d'instituteur dans le comté de Lancashire parce qu'il avait alors des problèmes d'argent. Cette période, elle reste aujourd'hui très floue. Chaque biographe de William Shakespeare a sa propre explication, sa propre certitude, mais aujourd'hui, nous ne sommes sûrs de rien. Let's go, girl. Après une vie plus ou moins tumultueuse à Londres, Shakespeare va décider de retourner vivre dans sa ville d'origine à Stratford et va y mourir le 23 avril 1616 à l'âge de 52 ans. Il y est donc enterré et il est enterré avec des œuvres inédites. Et donc c'est pour éviter que quelqu'un ouvre sa tombe pour récupérer ses feuillets inédits qu'il aurait rédigé l'épitaphe suivante.
Mon ami, pour l'amour du sauveur, abstiens-toi de creuser la poussière déposée sur moi. Béni soit l'homme qui épargnera ses pierres, mais maudit soit celui violant mon ossuaire. Clairement, il menace toute personne qui ouvrirait sa tombe d'une malédiction. Donc si vous voulez quand même aller ouvrir sa tombe pour récupérer des œuvres inédites telles que, je sais pas, Roméo et Juliette 2, le retour, ouais. voilà, c'est à vos risques et périls. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez nous montrer que vous l'avez appréciée, on vous encourage à laisser un petit pouce bleu et de la partager. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ooh, baby.